merci au comité organisateur du Forum européen, merci à Monsieur Dizan pour son invitation. Je suis réellement très honoré de me trouver à cette table pour débattre avec vous des enjeux du dépistage prénatal. Dans le suivi des grossesses, la médecine prénatale ou médecine fétale est devenue en une trentaine d'années une entité à part entière, grâce au progrès de l'échographie. Progrès de l'échographie joint à ceux de la biologie moléculaire, de dosage biochimique ou hormonaux, d'examens tels l'IRM. Mais face à un certain systématisme, voire une banalisation de nos pratiques, face aux avancées de la science avec une accélération dans le temps des méthodes diagnostiques, il est urgent de s'interroger sur les enjeux du dépistage prénatal qui engagent l'avenir de nos métiers de la grossesse, mais aussi de notre société. Si la science et la technique sont neutres et excluent tout jugement moral ou de valeur, leurs applications, par contre, ne le sont pas. Parce que nous sommes très inquiets et que nous estimons que la médecine prénatale est en danger, face aux dérives actuelles du dépistage prénatal, des médecins et des sages-femmes, comme vous l'avez dit, se sont réunis en un collectif, le Comité pour sauver la médecine prénatale, sauverlamédecineprénatale.org, afin de faire entendre un autre discours que celui entendu depuis de nombreuses années. Alors, la médecine prénatale est d'abord une relation avec 4 protagonistes. Le couple qui attend un enfant, l'enfant à venir, et nous verrons qu'il est d'emblée présumé coupable et qu'il a la charge de prouver sa normalité. Et on peut dire qu'avec la première loi de bioéthique en 1994 qui introduisait la notion de probabilité, le doute ne profite pas à l'accusé. Troisième protagoniste, quatrième plutôt, le médecin, qui est détenteur de la technique, mais aussi responsable de la qualité de l'information fournie. Lorsqu'une prise de décision est nécessaire, que ce soit une réalisation d'examen ou acte thérapeutique, le rôle du médecin n'est pas d'orienter la femme et le couple dans leur choix, mais de les aider dans leur réflexion. C'est ce que l'on appelle le consentement éclairé, qui est supposé garantir la liberté décisionnelle. Le médecin n'a pas à faire état de ses convictions religieuses ou philosophiques, mais il a le devoir de souligner les risques, les éventuels problèmes éthiques soulevés par des actes médicaux. Alors, relation à 4 protagonistes, mais il y a aussi une nébuleuse. Notre société, qui peut influencer cette relation à 4, le regard que nous portons sur le handicap et la différence, mais aussi le souci ambiant de normativité et de performance qui est très prégnant. La pression médico-légale exercée sur le médecin a aussi un rôle majeur, car l'obstétrique est une médecine à haut risque. Et enfin, il ne faut pas oublier les enjeux économiques et financiers. Des définitions s'imposent. Qu'est-ce qu'un dépistage ? Le dépistage consiste à rechercher des populations ou des personnes à risque accru pour telle ou telle pathologie. Ce dépistage relève exclusivement de la mise en œuvre d'une politique de santé publique. On use alors d'examens anodins, comme des prélèvements biologiques ou l'échographie. Et selon l'OMS, il doit reposer sur des arguments. Une menace grave pour la santé publique, l'existence d'un traitement. D'autre part, un dépistage n'est recommandé qu'à partir d'un niveau seuil de risque et jamais de manière systématique et généralisée. Donc, un dépistage est par essence ciblé. Il en est ainsi pour le dépistage des cancers du col, du sein ou du côlon. A l'inverse, le diagnostic est une démarche personnalisée. Il est appliqué aux personnes à risque pour confirmer ou infirmer la pathologie recherchée, en utilisant parfois des examens qui peuvent avoir de sérieuses complications. Ainsi, dans l'information qu'il fournit, le médecin doit se poser la question de l'innocuité de sa démarche par une évaluation du bénéfice-risque des examens qu'il prescrit. Il s'agit d'une composante noble et essentielle de l'art obstétrical. Poser un diagnostic anténatal d'une pathologie fétale, quelle qu'elle soit, c'est procéder à une annonce auprès de la femme et du couple, les préparer et les accompagner psychologiquement dans un contexte à très forte composante émotionnelle. Proposer un éventuel traitement anté ou postnatal pour l'enfant à venir, mais aussi préparer les conditions de la naissance, optimiser l'accueil et la prise en charge du nouveau-né.
Vous avez bien compris, on est dans une médecine de soins. Elle est curative, car elle a pour finalité de traiter une pathologie détectée. Au contraire, selon la loi du 29 juillet 1994, une interruption dite médicale de grossesse peut être pratiquée lorsque la grossesse met gravement en danger la vie de la mère ou lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Seuls sont habilités à refuser ou à accepter une telle décision qui est particulièrement délicate. Des médecins experts qui siègent au sein de commissions que l'on appelle les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Une interruption de grossesse pour une pathologie fœtale, même qualifiée de médicale, ne relève plus du tout d'une médecine de soins. En effet, il ne s'agit pas ici de traiter l'affection, mais de supprimer le fœtus porteur de l'affection. La distinction est majeure. En fait, depuis 15 ans environ, un virage est totalement opéré avec une orientation de la médecine prénatale qui s'est focalisée sur le dépistage à trisomie 21. En effet, le diagnostic prénatal, initialement réservé à la détection de la trisomie 21 chez les femmes, dans une population ciblée de femmes âgées de 38 ans au moment de la fécondation, fut étendu à toutes les femmes, quel que soit leur âge, et ceci de manière insidieuse. Or, une femme âgée de 20 ans ne présente pas le même risque qu'une femme de 40 ans. D'autre part, le dépistage de cette affection est basé sur un calcul de risque qui intègre l'épaisseur de la cavité nucale, la longueur crâne-fesse, des dosages biologiques et l'âge de la patiente. Tout ceci, on l'intègre dans un logiciel et on a le résultat sous forme d'un calcul de risque, une fraction. Et selon le risque accentué ou non par rapport à un niveau seuil qui est de 1 sur 250, on va proposer des examens diagnostiques que l'on appelle diagnostic invasif, amniosynthèse, c'est-à-dire prélèvement de liquide amniotique ou biopsie du futur placenta, qui sont source parfois d'inconvénients et source de fausses couches sur bébés strictement normaux. Cette démarche diagnostique a pour résultat avéré, dans le contexte français, une interruption de grossesse quasi systématique. Elle concerne environ 96% des fœtus détectés porteurs de l'affection. Il existe donc une équation, dépistage, diagnostic, interruption dite médicale de grossesse. Et cette équation est quasi inéluctable. Elle est banalisée dans notre pratique, à tel point que dans certains centres de diagnostic prénatal, quand une patiente présente donc un fœtus porteur de la trisomie 21, le médecin fait signer à la patiente le consentement éclairé, il transfère par fax au CPDPN, donc Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, le résultat du karyotype, l'accord signé de la patiente, et quelques jours plus tard, il reçoit par fax l'accord pour l'interruption médicale de grossesse. Notre médecine prénatale est ainsi focalisée par la traque du handicap. Et la récente loi de bioéthique relative au diagnostic prénatal, qui fait suite à différents textes officiels, rend obligatoire l'information de toute femme enceinte sur le risque que l'enfant à naître soit atteint de trisomie 21 par la réalisation d'un test encore plus précoce au premier trimestre de grossesse. Ainsi, il ne s'agit plus de dépister plus il s'agit de dépister plus et encore plus tôt pour éliminer plus. Un tel concept n'appartient pas à une médecine de soins. Cette pratique de dépistage suscite des commentaires, bien sûr, qui ne tiennent pas compte de la douleur des parents lorsqu'il s'agit d'accueillir et de prendre en charge un enfant handicapé. Je parle en ce qui concerne de notre pratique médicale et de son évolution. Soulignons d'abord que concernant la trisomie 21, le terme dépistage est totalement inadéquat. Il ne répond pas à la définition de dépistage selon le critère de l'OMS, puisqu'il s'agit d'informer toutes les femmes enceintes. Or, toutes les femmes enceintes ne présentent pas un risque identique. Informer toutes les femmes enceintes, de la même manière, revient à susciter la prescription en les inquiétant. Aussi, pour quelle raison inquiéter toutes les femmes enceintes dès la première consultation prénatale, tandis que le résultat du test que l'on aura peu après va permettre de rassurer plus de 90% d'entre elles. On fait un test pour rassurer. Par ailleurs, quel risque fait courir la trisomie 21 à notre société? L'intérêt de ce dépistage ne serait-il pas d'ordre économique? On l'a déjà évoqué.
l'État n'investit pas dans les programmes de recherche thérapeutique sur le handicap. Sa seule politique est la proposition d'un test de dépistage dont le coût marché renouvelable chaque année est estimé entre 200 et 250 millions par an. En 2003, il était à 100 millions d'euros. Et des études anciennes ont déjà souligné l'utilité économique du dépistage. Ainsi, en 1994, un rapport émanant du Haut Comité de la Santé publique concluait ceci. L'analyse coût-bénéfice, quand elle se contente d'opposer le coût collectif des amniosynthèses et des cariotypes, et celui de la prise en charge des enfants handicapés qui n'auraient pas été dépistés, et sous l'hypothèse qu'un diagnostic positif est suivi d'une interruption médicale de grossesse, montre que l'activité de diagnostic prénatal est tout à fait justifiée pour la collectivité. Donc, aux yeux de nos politiques et de nos économistes, le dépistage a bien une finalité utilitariste, car il est jugé rentable pour la collectivité et les finances publiques. Autre question, celle de l'eugénisme. Peut-être qu'on pourrait l'aborder dans un deuxième temps, parce qu'on attend. Oui, excusez-moi. Par exemple, l'eugénisme, je sais que c'est un thème qu'on va aborder. Oui, dans une deuxième partie avec M. Spire, notamment, qu'on attend d'un moment à l'autre. Je ne vais pas forcément vous couper, mais j'aurais avoir l'avis de M. Sicard sur ce qui vient d'être formulé. De manière. Ouais. Alors, généralement, lors d'un débat, il y a une position pour, une position contre. Il se trouve que ce que vient de dire dans le blanc me paraît tout à fait intéressant et je voudrais essayer de réfléchir sur les confusions dans notre société, sur cette évidence bénéfique du diagnostic anténatal comme porteur d'un avenir radieux, et que nous sommes dans un pays un petit peu étrange, un pays très rationaliste, qui est épris du principe de précaution, qui peu à peu a fini par se glisser au fond dans les interstices de l'obstétrique. Et nous sommes le pays du dépistage. Nous sommes le pays du dépistage des maladies adultes, le dépistage à la naissance d'un grand nombre de maladies. La France a été un des pays, alors on peut appeler ça pionnier, pour trouver les moyens financiers de dépister telle ou telle affection. Alors je voudrais insister sur quelques confusions. Première confusion, Patrick Leblanc vient de le dire, c'est la confusion entre diagnostic et dépistage. Et que, au fond, quand on passe d'un risque de 1 pour 600, qui est dans la population habituelle, à 1 pour 250 en fonction de telle ou telle caractéristique d'imagerie ou biologique, au fond, on passe d'une possibilité 1 sur 250 qui va entraîner actuellement, même si dans quelques mois ou années il y aura des moyens autres, à un processus invasif qui fait que pour un risque en fait de 6 pour 1000 d'enfants qui vont naître, on va faire 15 pour 10 à 15% d'amniosynthèse. Autrement dit, on va avoir plusieurs dizaines de milliers par an d'amniosynthèse qui vont avoir pour conséquence l'interruption de la vie d'enfants normaux pour que, en fin de compte, ce chiffre de 6 pour 1000 finisse par fondre, et on est frappé de ce contraste entre le dépistage par cette inscription généralisée et puis au fond le résultat qui va être extraordinairement mince. La deuxième confusion, c'est au fond effectivement dépistage égale dépistage de la trisomie. C'est pas un diagnostic de dépistage, c'est pas un diagnostic, c'est un dépistage avec les ambiguïtés dont je viens de vous parler. La deuxième confusion, c'est une confusion entre les maladies hors la trisomie génétique, entre leur génotypie et leur phénotypie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gènes ne disent pas la totalité de l'expression de la maladie sur l'enfant à naître. Je parle de la mucoviscidose qui, dans l'imaginaire, apparaît comme une maladie épouvantable, et pour certains, elle est effectivement très cruelle. Et pour un très grand nombre d'enfants qui ont porteurs des gènes de la mucoviscidose au sens double hétérozygote, c'est-à-dire porteurs d'un gène de la mère et du père, ils pourront vivre jusqu'à 70-80 ans avec de relatives peu de complications. La troisième confusion, c'est, à mon sens, la confusion entre le consentement demandé
à la future mère et la compréhension des enjeux. Les députés, les parlementaires, il y a quelques mois, ont été très embarrassés en disant effectivement, les femmes signent, mais elles ne savent pas ce qu'elles signent un document qui semble éventuellement plus protéger la médecine que de protéger leur réelle volonté. Et qu'il y a eu des tas d'argusties pour essayer d'améliorer le consentement, mais alors les obstétriciens se sont mis, sinon en grève, à protester en disant « Comment voulez-vous que sur les 850 000 naissances, que l'on passe 1 heure à expliquer à chaque future mère quels sont les enjeux que ce risque de 1 sur 250 va les conduire à une amniosynthèse. Et qu'au fond, ce renoncement à considérer que c'est tellement important que la femme comprenne que cette exploration peut être suivie d'une complication, elle est considérée comme inutile, ils ont signé et cela suffit. La 4e confusion, c'est la confusion entre la liberté de choix que le législateur considère comme évidente. La femme a le droit de faire ce qu'elle veut, et en fait, et Patrick Leblanc vient de le dire, entre le regard social et juridique. Le regard social, ça ne veut pas dire grand-chose, le regard social, mais il est évident que notre pays n'est pas le plus tolérant en matière de handicap, je ne voudrais pas insister là-dessus, par rapport aux Scandinaves, ou même aux Américains, où la naissance d'un enfant trisomique est accueillie de façon radicalement différente, telle que j'ai pu le voir, que de celle qui a pu arriver en France. Mais surtout, le regard juridique, l'angoisse des obstétriciens, la Cour de cassation, les cours d'appel sont obsédés par le fait que si par hasard la médecine rate un dépistage de l'enfant trisomique, eh bien l'obstétricien, l'hôpital sera condamné à de lourdes peines. Et on voit très bien que cette vision pénalisante d'une erreur, un dépistage qui fait qu'il est une erreur de la médecine, un enfant trisomique est actuellement une erreur de la médecine, et je trouve que c'est très grave sur le plan même de notre humanité collective. Confusion entre l'intérêt positif et la négation du prix à payer. Patrick Leblanc parlait de plusieurs centaines d'enfants dont la vie va être interrompue et qui passent à la trappe. Et est évident que la médecine n'a pas intérêt à révéler alors que l'enfant était normal et que c'est une erreur je connais peu de procès où l'interruption à tort a pu être jugée comme telle. Et peut-être l'avant-dernière confusion, c'est la confusion entre les situations. Il y a des dépistages diagnostiques qui paraissent de l'ordre de l'évidence. Une famille éprouvée qui a eu un enfant porteur d'une myopathie, porteur d'une maladie grave, et que la famille dit « je voudrais savoir si le prochain enfant n'est pas atteint par cette maladie », et comment on pourrait imaginer qu'on lui refuse, au nom d'une éthique qui serait malsaine, vous n'avez pas le droit de connaître le futur de cet enfant, alors même que la famille a été éprouvée par la naissance du premier enfant. Et on peut dire que là, la médecine, elle apporte sa contribution au bonheur d'une famille, et qu'il n'y a aucune confusion entre cette espèce d'acharnement du dépistage généralisé, où je crois que la France est un des seuls pays au monde à le faire, et puis une médecine anténatale de maladies graves, de maladies qui peuvent être considérées comme extrêmement douloureuses pour l'enfant et pour sa famille. Et que la question, au fond, la trisomie 21 finit par être une obsession française. J'étais frappé de voir il y a quelques mois, et heureusement ça n'a pas été retenu, que certains avaient même été jusqu'à proposer le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une maladie génétique et qu'on allait implanter un embryon, c'est pas prénatal, mais c'est pré-implantatoire. C'est-à-dire que quand on va regarder quel est l'embryon avant de le mettre dans l'utérus, on va regarder s'il n'est pas porteur de tel ou tel gène. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter en passant le dépistage de la trisomie 21, qui n'est pas une maladie génétique, qui est une maladie chromosomique? En passant, ça évitera de faire une grossesse et puis de faire perdre du temps. Et je trouve que cette nomination exclusive d'une maladie chromosomique comme devant être éradiquée me paraît très lourde de sang. Le problème, c'est quand la médecine nomme, quand elle est finit par considérer que la trisomie n'appartient plus à l'espèce humaine, je trouve que c'est extrêmement redoutable. Confusion, enfin, entre égalité et inégalité des chances. Il est évident que les enfants trisomiques vivant dans une famille au statut social élevé
aura beaucoup plus de possibilités d'interrompre cette naissance qu'une famille vivant dans des conditions difficiles, vivant éventuellement sans papier, et qui, elle, aura beaucoup moins d'informations, et on s'aperçoit que, au fond, les risques éventuels d'avoir un enfant trisomique va dépendre beaucoup plus, au fond, du statut social éventuellement que du risque médical lui-même. Et puis peut-être, je dis toujours le dernier, mais il y en a un qui me frappe parce que je pense qu'il y a un risque actuel considérable de la médecine, qui est l'aliénation au champ économique. Il est évident que quand on a proposé un dépistage, les biotechnologies, les imageries, elles ont un champ de développement absolument considérable et qui va se prolonger. Il n'y a pas de marché plus qui va apporter autant de dividendes. Parce que quand un dépistage est organisé, il est programmé pour des générations. Et je pense que cette idée que les biotechnologies sont toujours effectivement favorables à la personne, elles sont aussi favorables au marché. Et donc ces confusions, elles ont une conséquence, c'est l'enfant jetable. Et moi je crois que l'enfant jetable, il est actuellement à nos portes parce que, avec les nouvelles capacités, avec une goutte de sang, de pouvoir regarder l'ADN de l'embryon à 6-7 semaines, actuellement c'est 2 ou 3 000 €, et que les questions éthiques, elles sont devant nous, comme si au fond notre discours actuel était un discours archaïque, et qu'une humanité qui, avec quelques milliers d'euros, va pouvoir screener à la 5e semaine, non seulement le sexe de l'enfant, mais l'ADN, voire le nombre de chromosomes, je pense que c'est une question pour notre humanité. Comment pouvons-nous, au fond, regarder ça avec une indifférence bénéfique en disant c'est merveilleux, nous allons avoir une humanité débarrassée de toutes les drames que cela pouvait constituer. Et que chaque année, actuellement, déjà 50 000 femmes ou 60 000 femmes naissent, 50 000 femmes pendant leur grossesse sont prises d'une anxiété parce que l'obstétricien, l'échographiste, quelle que soit sa générosité d'esprit, quelle que soit son humanité, va froncer les sourcils et va dire il n'y a rien d'anormal. Est-ce que tout va très bien? Écoutez, dans la limite de la médecine, je peux vous dire qu'actuellement, il n'y a rien d'anormal. C'est dans la limite de la médecine, mais la limite de la médecine, les échographistes, les échographes de 2011 seront des pièces de musée pour 2022. Et par conséquent, en 2020 ou 2022, on aura des échographes qui auront une telle capacité de trouver des choses qui ne sont encore passées inaperçues que nous allons rentrer dans une ère, je pense que nous sommes plutôt au début. C'est plutôt plus intéressant de se poser des questions au début qu'à la fin. Pour terminer, le danger, c'est d'avoir, au fond, des jugements à l'emporte-pièce, comme ça, comme si, au fond, moi-même, j'étais pas embarrassé comme tout le monde, je n'ai pas eu d'enfant qui était porteur, et par conséquent, quelle légitimité puis-je apporter à ce débat? Simplement, je suis frappé de voir que peu à peu, dans l'infiltration corticale de notre société, naître finit par ne pas toujours être une bonne nouvelle. Et que ce caractère, au fond, heureux de la grossesse, qui est soumis de plus en plus à une expertise du diagnostic anténatal, avec des progrès techniques, mais qui ne sont pas des progrès au sens de notre humanité, et que ce décalage qu'il y a croissant entre notre acceptation de l'altérité, acceptation au fond de tout ce qui fait que chacun d'entre vous connaît des personnes dont le handicap physique s'accompagne d'une richesse psychique extraordinaire, et que on est quelquefois humilié d'avoir à regarder comment notre société peut écarter telle ou telle maladie génétique qui aurait pu être porteur d'une richesse même pour l'humanité. Et que cette idée que anticiper, contrôler toujours plus est bénéfique me paraît en revanche angoissant
en sachant que je ne suis absolument pas lié à des conceptions religieuses ou à des conceptions transcendantales, simplement l'humain dans son humilité la plus grande. Merci. Merci, M. Sicard. Une médecine humaine, c'est effectivement une médecine pour moi qui porte attention aux autres, qui porte attention aux patients, qui porte attention, dans ce cadre-là, au couple. Vous l'avez dit, il y a le couple, il y a l'enfant, il y a le médecin. Et que dans le cadre du diagnostic anténatal, il me semble extrêmement important, je crois qu'il est inacceptable d'entendre de la part d'un médecin dire à un moment donné, je n'ai pas une heure à consacrer à une patiente pour lui expliquer ce qui peut se passer et quelles sont les conséquences d'un diagnostic anténatal. Je crois que ce n'est pas acceptable et que nous devons là aussi collectivement faire comprendre à nos confrères qu'une heure pour expliquer les conséquences, pour ne pas permettre finalement à une femme ou à un couple de se sentir pressé dans une seringue du diagnostic anténatal, c'est extrêmement important. Il faut savoir s'asseoir, il faut savoir expliquer. Il y a des conséquences sur la vie. Au-delà de ce qui a été dit, je crois qu'il y a un chiffre qui parle dans le diagnostic anténatal. Si on va au bout des choses, l'avortement, c'est 2 fœtus sains pour un fœtus trisomique qui sont sacrifiés. C'est des choses qu'il faut savoir, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Vous avez, si je dois réagir très rapidement aussi, rapidement abordé le poids de la société, mais je crois qu'il est énorme. Et vous avez dit, professeur Sicard, quelque chose d'extrêmement vrai. C'est finalement, c'est toujours le débat dans notre société. La femme est libre de son choix. La femme, c'est déjà pas le couple. Je crois que dans ce cadre-là, le couple est important et la relation couple-médecin est particulièrement importante aussi. Je ne parle pas de l'enfant, je viens de l'évoquer dans l'avortement, les chiffres d'avortement. Mais finalement, c'est la femme est libre d'avorter ou non. Finalement, si on pense le contraire, c'est une forme d'état d'esprit collectif qui se met petit à petit en place, avec là le poids de l'État. Si c'est pas la femme, c'est l'État qui décide. Si c'est pas l'État, ce sont des intérêts privés, des laboratoires qui veulent vendre un certain nombre de diagnostics. Non, je crois que dans ce cadre-là, ce qui nous réunit aussi cet après-midi, c'est peut-être finalement une forme d'éthique assez paresseuse qui attend que la science progresse et qui réagit après. Un débat comme celui qui doit être le nôtre cet après-midi, c'est justement de se poser les questions le plus tôt possible, le plus en amont possible. C'est un véritable choix de société, ce sont des éléments extrêmement forts. Et finalement, au bout du bout, c'est certes le couple, c'est certes la relation couple-médecin qui est présente, mais qui évolue aussi fortement. Je me souviens quand j'ai fait mes études de médecine, il y a une vingtaine d'années, on débutait les diagnostics préimplantatoires, on était au frémissement du diagnostic anténatal, et finalement, dans mes stages de gynéco, les couples nous remerciaient quelque part de les alerter, de les prévenir sur les risques. Aujourd'hui, il me semble quand même à entendre, à lire, que finalement, les couples évoluent également, et de manière assez forte. On considère comme étant anormal le fait de se poser à un moment donné les questions s'il y a avortement ou pas. Il y a une évolution également de la relation de la société et des couples par rapport au diagnostic. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut combattre, qu'il faut savoir combattre et qu'il faut savoir expliquer. Possible chez les fœtus, avec les tests très précoces par prise de sang maternelle. On peut, je passe sur le contrôle de monsieur Mandel, on peut, par simple prise de sang maternelle vers 7-8 semaines d'aménorrhée, rechercher de l'ADN fœtal circulant et rechercher actuellement donc le chromosome supplémentaire par trisomie 21, le diagnostic de sexe, mais dans un avenir proche, on nous promet d'autres pathologies, des pathologies génétiques et établir le patrimoine de l'embryon. Personnellement, j'ai été contacté en juin 2010 par une firme américaine via un prestataire de service qui m'a vanté les tests, c'était Sequerom. Voilà. En nous précisant que c'était un test très précoce, qu'on pouvait faire donc une interruption dite volontaire de grossesse et court-circuiter les CPDPL. Donc l'avis des médecins experts. C'est donc cette accélération dans le temps des méthodes diagnostiques qui pose problème. On se demande où est le consentement éclairé dans cette situation, où est le libre arbitre de chacun.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ce tout dépistage, puisque c'est bien la porte ouverte donc au kit de dépistage éventuel dans les années à venir, et c'est pas du tout du folklore ou de la science-fiction, donc établir des systèmes automatisés de tri des embryons, avec comme résultat d'avaliser le mythe du bébé zéro défaut. D'ailleurs, est-ce que nous sommes tous génétiquement corrects? Donc c'est ce problème qui est posé par ces tests précoces à venir. Donc, le dépistage prénatal, je suppose que ça a été dit en partie ici, mais pour moi c'est une question absolument fondamentale, fait partie de la médicalisation de la naissance. Et c'est un problème que, à mon avis, on n'aborde pas souvent de face. C'est-à-dire qu'il fut un temps où on n'avait pas besoin de médecin pour accoucher et pour naître. Or, aujourd'hui, le dépistage prénatal s'est développé, quasiment institutionnalisé, et c'est une médicalisation, qu'on le veuille ou non, de la procréation. Alors, bien sûr, des couples font des enfants eux-mêmes, mais il n'y a pas que la procréation médicale assistée. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'en ont pas moins recours de plus en plus aux médecins et aux gynécologues. Et moi, je crois que cette consultation, pour essayer de faire un enfant, puis ensuite, autrefois c'était d'ailleurs l'occasion d'un examen prénuptial, bien souvent on ne se mariait que parce qu'on voulait un enfant, soit parce que la femme est sur le point d'arrêter la pilule, alors bien sûr on veut poser des questions aux médecins ou aux gynécologues, et donc cet entretien qu'il y a avec le médecin prend une importance tout à fait neuve par rapport à il y a plusieurs dizaines d'années. En fait, l'examen prénuptial était devenu à peu près une simple formalité administrative, ce n'était plus un entretien, si tant est qu'il ne l'a jamais été entre un candidat au mariage et son médecin, mais c'était un simple commentaire de la prise de sang obligatoire faite à cette occasion avec délivrance d'un certificat, qui était au fond un certificat de bonne conduite pour le mariage, si cher à l'administration. Alors beaucoup de patients et de médecins l'interprétaient ainsi comme une indiscrétion de plus de la législation française pour réglementer la vie en société. Et stigmatisaient, à mon avis, non sans raison, la peur de la syphilis. Je voudrais rappeler qu'autrefois c'était la peur de la syphilis qui l'emportait surtout, comme étant à l'origine de cette obsession. C'est ainsi que prit fin la carrière de l'examen prénuptial au relent moralisateur et qu'a débuté l'ère non moins ambiguë de l'examen préconceptionnel. Alors celui-ci, parce qu'il est délibérément demandé par le couple, et c'est ce que vous veniez d'évoquer, n'est pas chargé de l'image négative qu'ont les examens obligatoires, qui sont bien sûr perçus comme ennuyeux et inutiles. Et cet examen New Look, c'est en plus des vérifications habituelles, syphilis, rubéole, toxoplasmose pour la femme, détermination du groupe sanguin, du facteur Rhésus, revient en fait pour le couple à soutirer au médecin le maximum d'informations prévisionnelles, en langage météorologique. C'est-à-dire de s'assurer que les candidats parents ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir une descendance saine. Alors, n'y a-t-il pas là un fantasme d'eugénisme? Moi, je crois, comme le professeur Sicard, parce que j'ai lu ce qu'il a écrit à ce sujet, qu'il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là. Les couples sont-ils conscients de cette surenchère dans les examens? Pourquoi pas à ce compte-là exiger aussi un spermogramme du futur mari et une hystérographie de l'épouse, éventuellement, pourquoi pas? Pourquoi pas non plus proposer aux conjoints postulants un karyotype, photographie de leurs chromosomes, qui serait censé seulement, bien sûr, leur donner l'assurance qu'ils n'auraient pas d'enfants anormaux. Et en fait, combien de couples ayant eu des résultats douteux seraient alors dissuadés de poursuivre? De toute façon, tous ces examens ne donnent aucune certitude. Et je voudrais revenir sur l'incertitude, parce que ça me paraît une question absolument fondamentale. L'incertitude dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus des certitudes, alors qu'on est, et qu'il faut comprendre qu'on est dans l'incertitude. Et qu'il faut accepter, pour vivre, un certain risque et une certaine incertitude. Et si ces examens donnent bien sûr des informations utiles, ils ne donnent pas de garantie, au sens qui vient d'être dit du bel enfant garanti sur facture. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'une certaine inquiétude me paraît imprégner cet entretien qu'il y a avec le médecin. Les conséquences de la prise de contraceptifs oraux au long cours sont souvent évoquées, les séquelles possibles d'une IVG parfois mentionnées, même si tout s'est médicalement bien passé. Le risque d'avoir un enfant mongolien, puisqu'on vient d'en parler à l'instant, mal formé, est souvent redouté, surtout après 30 ans. La probabilité de jumeaux, voire de triplés ou plus, inquiète évidemment. Des cas spectaculaires sont rapportés dans la presse, et bien sûr il y a cette inquiétude chez les couples.
Beaucoup de femmes consultent en posant leurs questions, un carnet à la main, afin de ne rien oublier. Et la liste qu'elles ont établie remplace plus ou moins les éphémérides où jadis leurs aînés cochaient, vous savez, en signaux cabalistiques, les dates des règles passées. Souvenir de la méthode de Gidot. L'examen gynécologique ayant été non seulement subi, mais cette fois réclamé, tous les organes paraissant sains, aptes à la reproduction, je voudrais noter d'ailleurs que peu d'hommes demandent pour le moment à être examinés, manipulés pour avoir un enfant. C'est-à-dire que ce dépistage concerne principalement les femmes. Et ça paraît une question importante. La femme est donc nantie de son passeport conception. Pleine d'allant, elle se juge prête à faire ce beau bébé, popularisé dans les années 50, et je pensais à l'image, bien sûr, du bébé qu'Adam, vous savez, qu'elle doit produire. Alors le gynécologue est ainsi perçu comme une sorte de douanier qui délivre le tampon. Allez, ça va, bon pour enfantement. Mais il y a d'autres casquettes, ainsi celle du garagiste. Et c'est dans un livre de Madame Delézy-Perceval, avec qui j'ai pas mal travaillé et échangé, que j'ai lu cette image. Tout se passe comme si ensuite on allait voir le garagiste. Un moteur bien réglé qui devait tourner rond, dit-elle. Et c'est un peu la demande des couples auprès des médecins. Alors, évidemment, il y a le problème de la maladie génétique des parents. Que dire ? Aujourd'hui, si on laisse de côté les femmes séropositives, l'essentiel des cas tourne autour de la mucoviscidose. Je suppose que vous en avez parlé. Et les questions qui sont posées, maladie génétique fréquente, est-ce que cette mucoviscidose va se transmettre et dans quelles conditions ? Cela étant, dans les grandes cohortes, plus de 20% de femmes atteintes de mucoviscidose ayant eu un enfant décèdent dans les 10 années qui suivent la naissance. C'est un taux très élevé, et donc évidemment on peut se poser la question de savoir si c'est légitime de laisser à ce moment-là, après ce dépistage génétique, la femme avoir son enfant, puisqu'elle risque de mourir et de le laisser orphelin. Pourtant, je crois qu'il y a une pression très forte des couples, même dans ce cas-là. Et cette pression des couples qui veulent à tout prix avoir un enfant nous fait nous interroger, me semble-t-il, sur, et c'est la dernière question que je voudrais aborder là, cette demande d'enfant à tout prix. Cette demande d'enfant à tout prix qui doit être sain à tout prix. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui pose un problème aux philosophes que je suis, c'est-à-dire au fond des questions éthiques très fondamentales, où petit à petit, on voudrait à la fois réduire l'incertitude, et on voudrait en même temps ne pas avoir de doute sur l'enfantement. Le beau bébé étant bien évidemment ce que tout un chacun doit obtenir. Et là, on a parlé du diagnostic sanguin à la 10e semaine, moi j'en étais encore à la 11e ou 12e, mais qui indique s'il y a donc ce risque de trisomie. On procède alors, comme vous le savez, à une amniosynthèse. Et moi, d'une certaine façon, là, cette médication, cet appel au garagiste, relève, me semble-t-il, d'un certain eugénisme. Et la surveillance est encore plus développée, bien évidemment, avec le diagnostic préimplantatoire de la fécondation in vitro. Et je me souviens, il y a, juste après le premier bébé fait par Friedman de la fécondation in vitro, de l'avoir reçu à Radio France dans une émission, et je lui disais, c'est quand même beaucoup de travail. Il avait expliqué bien sûr ce que c'était que la fécondation in vitro pour avoir un bébé identique à tous les bébés. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous faire une confidence, mais c'était au moment où les premiers bébés de la fécondation in vitro naissaient. Je vais vous faire une confidence, m'avait dit René, franchement, moi, si j'avais ce problème, je ne recourrais pas à la fécondation in vitro. J'adopterais des enfants, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de parents et qu'il faut adopter. Alors évidemment, c'est un discours difficile à entendre pour certains, mais quand on voit ce que ce dépistage systématique est comme médicalisation, comme garagisation, pour reprendre cette expression de Delézy-Perceval, on a envie de se dire que tout ça pour avoir un bel enfant, et n'en être pas sûr, bien sûr, et pour chasser l'incertitude qu'on ne peut jamais chasser, ça pose une question, la place de l'eugénisme dans notre culture. Comme il doit y avoir débat, je vais me permettre de ne pas être tout à fait d'accord avec mes collègues. Mais c'est un sujet où effectivement il est difficile d'avoir des certitudes, parce que c'est vrai que le diagnostic prénatal qui résulte sur une interruption de grossesse, c'est un échec de la médecine,
c'est un échec pour le couple, enfin c'est ressenti, plus qu'un échec, mais c'est ressenti évidemment très douloureusement par le couple. Donc c'est vrai qu'on aimerait ne pas en faire, ne pas avoir, je dirais presque en parler. Mais ceci dit, je pense d'abord une première remarque. Avant la venue de M. Spire, nous n'étions là, y compris le grand témoin, M. le maire de Mulhouse, que des médecins. Et je pense qu'il serait important dans un tel débat, on l'a eu tout à l'heure d'ailleurs au sujet de tribunal 21, avec la présence d'un parent. Mais nous avons eu un parent exceptionnel, Madame Val, qui a été présidente de l'ERPI, qui est une personnalité d'une hauteur morale et que j'admire énormément, mais je dirais que c'est pas une personne exceptionnelle. Or, ce genre de problèmes, ces maladies, qui ne sont pas simplement, oui, on aimerait l'enfant parfait qui puisse faire Polytechnique. Non, c'est quand même des maladies souvent très douloureuses. Et même on parle de la trisomie, quand elle est bien accompagnée, prise en charge médicalement, ça peut être... ça peut se passer raisonnablement bien. Mais on a vu dans des cas où il y a quand même un échec, y compris de la prise en charge médicale, qui n'a pas su voir tout ce qu'il y avait derrière cette trisomie. Donc je pense qu'il aurait été utile d'avoir l'un ou l'autre parent, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ayant eu un enfant, et pas le deuxième, un enfant atteint d'une maladie gravissime, et leur demandez-vous s'il y avait une possibilité de dépistage préconceptionnel, est-ce que vous auriez souhaité le faire ou pas? Je pense que c'est important. Alors, je vais dire d'abord une chose aussi, la France n'est quand même pas la seule à pratiquer ce type de test. Et je dirais, par exemple, je donnerai un exemple, il y a beaucoup plus de dépistage de maladies génétiques systématiques au niveau de la population en Israël, où ça se fait maintenant couramment sur au moins une vingtaine de... Alors, je pense par contre, et ça a été, y a fait allusion, qu'il y a une urgence à se poser non plus le problème de la pratique actuelle, parce que la pratique actuelle, elle va être bientôt complètement dépassée. Y compris dans les problèmes qui se posent actuellement, que je crois que M. Wagner avait évoqué, deux enfants normaux qui vont voir la grossesse interrompue pour un trisomique en raison effectivement du risque lié à un diagnostic invasif. Là, on va arriver, effectivement, vous avez cité cette société Sequedom, qui a, je pense, un test qui va révolutionner les choses, puisque non invasif sur sang maternel, et donc potentiellement, puisque l'on parle de marché, il est effectivement énorme, puisque c'est toutes les grossesses. Alors, il y a ça, et il y a autre chose. Là aussi, il y a eu un article récent qui est paru venant de l'américain, la possibilité de faire un diagnostic préconceptionnel dans cet article sur 400 maladies génétiques, monogéniques, très graves, maladies pédiatriques, hors retard mental d'ailleurs. Et un test qui reviendrait, d'après ce qu'ils disent, à environ $500. Là aussi, on va dire, c'est les couples à risque, mais nous sommes tous à risque très faible, sauf que qu'est-ce que ça veut dire un risque très faible? C'est chez le couple où ça arrive, c'est 1. Avant que ça arrive, il est très faible. Mais chez celui où c'est arrivé risqué. Donc, je pense effectivement, d'une part, qu'il faut se dire qu'on n'est pas dans... ça, c'est quelque chose où, effectivement, on ne doit absolument pas aller.
et où je dirais la complexité du vivant fait que finalement on ne pourrait pas aller dans le choix de tiens oui j'aimerais avoir un sportif et puis ensuite qui soit peut-être en plus bon musicien, est-ce que je sais, on a vu Gattaca hier soir, ça heureusement je dirais la complexité de la génétique et de l'interaction génétique-environnement fait qu'on n'y sera pas. Mais je parle quand même du problème de maladies catastrophiques pour lesquelles on a à l'heure actuelle pas de traitement, ou je dirais même dans certains cas où on a des traitements, mais on a des traitements à l'heure actuelle pour un tout petit nombre de maladies. Il y a beaucoup de recherches qui se fait pour essayer maintenant pour les maladies rares, et heureusement, de trouver des traitements pour un plus grand nombre de maladies rares. À l'heure actuelle, le traitement de la maladie de Gaucher, c'est 200 000 € par an pendant toute la vie de la personne. Dans notre pays, on peut se permettre ça. Dans d'autres pays, on ne peut pas se le permettre. Mais à l'heure actuelle, le nombre de maladies pour lesquelles on peut faire ce type de traitement est extrêmement limité. Il pourra arriver que, nous espérons, qu'on puisse mieux soigner les maladies. Et donc, à un moment, est-ce qu'il n'y aura pas, on va nous dire, nos hôpitaux, nos directeurs d'hôpitaux, parce qu'ils ont un budget, vous ne pouvez pas traiter. Donc, je crois que, moi j'ai pas de réponse, mais en tout cas, ça vient. Et donc, je pense que les questions, c'est, est-ce qu'on l'interdit ou est-ce qu'on l'interdit pas? Si on l'interdit, pourquoi l'interdit-on? Est-ce qu'on l'interdit à tout le monde? Alors, il y a le marché, effectivement, c'est poussé par le marché, mais beaucoup de choses sont poussées par le marché. Ce que nous achetons, c'est le marché qui nous propose. On n'interdit pas quelque chose simplement à ce que le marché propose. Donc, première chose, est-ce qu'on pense qu'il faut l'interdire ou pas? Si on ne l'interdit pas, même en mettant des limites sur les maladies, la gravité, je ne sais pas, encore que ça soit difficile, la question c'est, est-ce que, à ce moment-là, on laisse la liberté à chacun de se le payer s'il peut et de ne pas se le payer s'il ne peut pas? Ou est-ce qu'effectivement il y a une prise en charge de l'État? C'est une autre question. En Angleterre, nous ne sommes pas en France, en Angleterre, il y a eu une commission qui a proposé que ce genre de choses devait être rendu accessible le plus largement possible à la population. Pas en France, en Angleterre. Donc voilà, c'est des questions. Et je conclurai simplement dire, par contre, il y a un problème où effectivement la France à se poser des questions, c'est notre intolérance au handicap, et ceci dans le système scolaire, y compris quelquefois au handicap dit léger. Et je connais beaucoup de familles qui ont des enfants avec des handicaps d'origine génétique qu'on pourrait qualifier de handicap mental léger, et quand elles habitent dans le nord de la France, elles envoient leurs enfants en Belgique. Parce qu'en Belgique, on arrive à intégrer dans le système scolaire ces enfants. En France, on dit ah ben ils vont retarder la classe, on ne va pas pouvoir faire le programme, etc. Donc il y a cette intolérance au handicap, ce regard de la population, des médecins aussi, et je crois que ça c'est un problème. Si nous voulons effectivement une société peut-être moins eugénique, il faut se préoccuper aussi de la manière dont elle accueille ceux qui, pour une raison ou une autre, ont moins de... Pourquoi le handicap est-il pensé et perçu comme discriminant dans l'éternel singulier? Ce livre est paru aux éditions du Bord de l'eau. C'était un livre collectif où un certain nombre de chercheurs, de philosophes, de sociologues réfléchissaient sur les problèmes d'éthique vis-à-vis du handicap. Et au fond, il y a toute une question philosophique qui se pose, qui est celle de la diversité de l'humanité. Est-ce qu'on accepte une petite diversité ou pas? Et alors, puisque vous avez posé le problème, est-ce qu'il y a ici des parents d'enfants handicapés? Je voudrais seulement faire allusion, puisque j'ai cru comprendre que cette rencontre était patronnée aussi par la vie. Je voudrais seulement raconter l'histoire de Georges Jourdain, qui fut patron de la vie, directeur de la vie, que moi j'ai très bien connu, avec qui j'ai souvent discuté, de sa fille, qui vous savez, comme vous savez peut-être,
elle avait une trisomie 21. Alors évidemment, c'était Georges Jourdain, un grand bonhomme, très cultivé, avec des moyens culturels et financiers. Mais ils ont donc décidé, avec sa femme, de donner naissance à cette fille. À l'époque, le dépistage de la trisomie 21 n'était pas aussi au point qu'il l'est aujourd'hui. Mais toujours est-il que eux, ils ont décidé, ils savaient, et ils ont décidé de l'avoir, cet enfant. J'ai lu le livre, j'ai rencontré la fille de Georges Jourdain, avec Georges, et on en a souvent parlé. Georges a consacré des moyens financiers considérables à éduquer sa fille trisomique, avec des cours particuliers, individuels, et dans le livre qu'il a fait avec sa fille, il raconte comment petit à petit, cette fille, que certains d'entre vous connaissent peut-être ici, vit indépendamment, elle a un métier, elle est assistante sociale, trisomie 21, hein, et sa formation culturelle, les rapports sociaux que Georges Jourdain a su développer autour de cette fille, ont fait d'elle quelqu'un. Alors évidemment, il y a bien sûr des traits physiques. Quand on voit cette fille, les traits physiques sont évidemment, on voit bien que la trisomie 21 est passée par là. Mais je vous assure qu'elle a des réactions d'un humain absolument normal. Moi, j'ai beaucoup parlé avec elle, je la connais bien. Bon, je ne vais pas dire que c'est celle avec qui j'ai peut-être les échanges les plus profonds, mais en tout cas, pour la gestion de sa propre vie, pour la gestion de son métier, pour la manière dont elle s'organise, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que Georges Jourdain a pu faire. Alors pourquoi? Parce qu'il avait la culture et parce qu'il avait des moyens financiers, et que donc les rapports sociaux de cette jeune fille se sont transformés. Ça me paraît une question absolument formidable, parce que notre intolérance vis-à-vis du handicap est une question qu'il faut vraiment interroger. Parce que même les handicaps légers, ayant travaillé avec des associations qui s'occupent des handicapés, j'ai pu constater évidemment qu'il y a des tas de pratiques dans la société. Mais le plus souvent, malgré les belles déclarations gouvernementales ou politiques, dès qu'il y a un handicap léger, alors que les textes précisent que les enfants peuvent être scolarisés avec les autres, dans la pratique, c'est pas comme ça en France. Dans la pratique, c'est très très difficile. Et sur cette question, je pense que nous avons beaucoup à progresser. Et alors là, moi, c'est une question qui me paraît essentielle dans la conscience de chacun d'entre nous. C'est-à-dire la possibilité pour chacun d'entre nous d'avoir des enfants qui sont différents. Bah déjà, vous savez, nos enfants sont différents de nous. Alors vous allez me dire, ils sont normaux. Mais qu'est-ce que la norme? Qu'est-ce que la norme? Et c'est ici qu'il faut peut-être interroger la norme. Parce que, est-ce que la fille de M. Jourdain n'est pas normale? Franchement, à dire franchement, je crois vraiment qu'elle est normale. Et ce qui est dommage, c'est que la biotique est toujours en retard par rapport au progrès de la science. Deuxièmement, en ce qui concerne ce test très précoce, si on élimine les fœtus porteurs de tel ou tel déficit génétique, ben on coupe court à toute recherche thérapeutique. Oui, je suis bien d'accord. D'abord parce qu'il restera beaucoup de maladies qu'on ne peut pas prévoir. Donc de toute façon, notre société doit aussi se préparer à pouvoir accueillir et donner une autonomie la meilleure possible, et on a beaucoup parlé à midi, à toutes ces personnes qui, pour des raisons génétiques ou non génétiques, des raisons complexes ou pas complexes, vont naître. Il y en aura encore beaucoup. Rappelons d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, par exemple en Alsace, Mme vous avez dit qu'il manquait 2500 places pour l'accueil des adultes avec handicap mental. Donc ça c'est une chose. J'ai oublié là. Le test précoce, c'est la possibilité d'interrompre très précocement. Oui, la recherche thérapeutique. Oui. Alors, je pense donc qu'il y a de toute façon, il y aura encore beaucoup à faire sur beaucoup de maladies. Et je voudrais donner un exemple pour des maladies du sang très graves et qui sont très fréquentes dans le pourtour méditerranéen, qui sont les thalassémies. Il y a eu dans ces pays comme par exemple l'Italie du Sud, la Sardaigne, la Sicile, Chypre, etc., une politique organisée au niveau effectivement de l'État, de dépistage systématique des couples porteurs de la mutation,
et avec effectivement la seule possibilité qui était offerte en dehors effectivement d'accepter la naissance d'un enfant thalassémique, mais d'un diagnostic prénatal. Pays, notamment en Italie du Sud, très catholique, et c'est des choses qui sont passées, ça a commencé il y a plus de 20 ans. À l'époque où l'Église catholique avait une influence. Les couples ont choisi, dans la grande majorité de la grossesse, et effectivement, ça a fait diminuer de 90% les naissances de thalassémie. Voilà de l'eugénisme. Mais ceci dit, j'ai lu récemment un article qui, par exemple, présentait la situation de Chypre, où à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de sang disponible pour soigner tous les thalassémiques de Chypre. Maintenant, je dirais, résultat de cette politique de dépistage, il y a moins de thalassémiques. Donc ceux qui sont nés parce que les parents ont décidé de les garder ou parce qu'ils ont échappé au dépistage, ont une meilleure prise en charge. Donc je crois que il faut absolument qu'on développe effectivement un accueil des possibilités médicales, éducatives, adaptées au handicap de chacun, à la maladie de chacun. Je pense que de toute façon, il y aura suffisamment de travail pour la recherche thérapeutique. Alors peut-être ça passera sur d'autres maladies, peut-être qu'effectivement, s'il y a beaucoup moins de patients atteints d'une maladie donnée, on ira développer cette recherche thérapeutique sur d'autres maladies. Il y a encore beaucoup de maladies qui sont sans possibilité médicale. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a encore du pain sur la planche pour la recherche thérapeutique. Il m'est arrivé assez souvent dans ma carrière professionnelle, malgré tous les tests de dépistage et malgré la pertinence que l'on peut avoir, de ne pas voir qu'un enfant était trisomique 21. Je me souviens parfaitement d'il y a 10 ans m'être retrouvé un dimanche matin dans la chambre d'une patiente que j'avais césarisée la veille et où on s'est rendu compte, malheur, que la trisomie 21 était présente chez cet enfant. Je me souviens d'un des frères de la sœur qui avait commencé de me violenter physiquement en me disant « vous l'avez vu et vous ne l'avez pas dit ». Donc une force et une violence agressive à l'égard du médecin que j'étais. Et je revois cette femme très régulièrement parce qu'elle a fait d'autres enfants. Et elle me dit, alors que Victor a 10 ans, vous savez, Victor, ça a été la plus grande chance de notre vie. Car Victor est adorable, Victor a été très stimulé par la naissance de ses autres frères et sœurs, et je crois pouvoir dire, dit cette femme qui est agrégée de lettres, que jamais nous n'aurions eu une évolution aussi riche et une élévation aussi considérable que celle que nous a apportée Victor. Alors, voilà une information que je détiens en tant que médecin, mais je ne sais pas quoi en faire prospectivement avec mes patientes. Parce que, est-ce que je suis capable de dire à des patientes qui revendiquent plus ou moins des tests de dépistage préalablement à une grossesse ou à une naissance, est-ce que je peux leur dire, il m'est arrivé de voir un Victor qui avait été la source d'une élévation. Les femmes en prénatal trouvent cette information-là obscène, or elle est vraie. Alors je ne sais pas quels sont vos commentaires, mais en tout cas c'est une difficulté que je rencontre dans ma vie de tous les jours, de savoir à quel point la naissance d'un enfant handicapé dans une famille peut être une occasion de souffrance, certes, mais d'évolution, et que ceci n'est pas du tout transmissible, en tout cas n'a pas d'intérêt dans ma pratique médicale, parce que je ne sais pas comment le transmettre. Bien, pour moi, la démonstration que faisait Georges Jourdain, c'était que des rapports sociaux qui en rajoutaient par rapport aux rapports sociaux ordinaires, avaient permis de socialiser sa fille. Vous me parlez de cas très divers, suivant les types de trisomie 21, vous en connaissez certainement beaucoup plus que moi. Moi, j'ai travaillé avec des associations de parents de trisomiques, et j'ai pu constater, et c'était un constat de discussion et de participation à des associations, que cette question de la socialisation est absolument fondamentale. Le plus souvent, on baisse les bras devant le handicap génétique. Le plus souvent, on baisse les bras devant la différence génétique. Et au lieu de socialiser, puisque je crois que l'homme est d'abord socialisation, bien sûr le point de départ est très important. C'est pas la même chose de trisomique et de pas trisomique, j'ai pas dit ça. C'est très important ce point de départ. Mais ensuite,
c'est l'essentiel, c'est la socialisation, le processus d'acculturation et les conditions dans lesquelles ces rapports sociaux constituent un individu. Et le monsieur Georges Jourdain n'était pas une exception. Je peux vous citer énormément de cas où il y a eu ces processus de socialisation et qui ont permis effectivement à des trisomiques de se développer, et énormément de cas que je connais où les parents ont baissé les bras devant la difficulté à socialiser un enfant trisomique, et l'enfant trisomique eh bien, est un handicapé très profond, avec qui les rapports avec autrui sont impossibles, et qui n'a pas accès à l'indépendance. Moi je crois que ce qui est déterminant, c'est la socialisation. Et à votre propos, pour autant, la décision de prendre la vie, d'arrêter le processus de naissance, ou d'y mettre fin, c'est l'affaire des parents, si vous ajoutez ça, et de leur liberté, et que tout doit être fait pour que leur liberté puisse éventuellement se porter sur n'importe quel choix, mais pour autant qu'elle soit informée de ce qui se passe dans chaque cas, c'est à eux de prendre cette décision sans aucune influence, sans aucune force, si vous voulez, contrainte, ni de l'institution, ni des médecins, ni de qui que ce soit. Je crois que c'est un débat sur lequel il faut sortir aussi de l'émotion à un moment donné. Il faut prendre de la distance. C'est aussi l'objectif, je crois, d'un forum comme celui-ci. Et prendre de la distance, c'est effectivement ne pas être dans une position qui veut dire c'est la faute des médecins, c'est la faute des parents, c'est la faute des uns ou c'est la faute des autres. Je crois que c'est essentiel. Par contre, il y a un certain nombre de principes. On est dans un débat qui traite effectivement du diagnostic prénatal, anténatal. On a beaucoup dévié aujourd'hui dans nos propos sur la trisomie 21. Il n'y a pas que la trisomie 21. Ce n'est pas que le problème de la trisomie 21. Je connais moi particulièrement bien aussi, étant fils de parents qui étaient extrêmement engagés dans ce milieu-là. J'ai été quelque part socialisé par les personnes handicapées, quelles qu'elles soient, et j'en ai tiré en tout cas une expérience et une humanité très forte. Il y a, je crois, dans notre société, dans nos choix de société, quels qu'ils soient, des éléments essentiels. Je réagis un peu à la phrase du professeur Mandel tout à l'heure sur le marché, sur la puissance du marché, ou ce qui conduit le marché à nous dicter un certain nombre d'éléments. Je ne peux pas y souscrire, moi, en tout cas, à cela, et je crois que nous avons ensemble à mettre des limites à ce marché, à mettre des limites au diagnostic prénatal. Est-ce le handicap ? Est-ce la non-viabilité d'un être humain à terme, à moyen terme, à court terme, à long terme? Est-ce quelque part le diagnostic qui risque d'être dangereux, celui de la goutte de sang qui va nous faire, à un moment donné, qui va permettre aux parents de choisir? C'est une fille, je n'en veux pas, c'est un garçon, je n'en veux pas. Génétiquement, le strabisme, on le sait, c'est un facteur génétique. Est-ce que je supprime un enfant parce qu'il risque d'avoir un strabisme? Mais il peut parfaitement vivre avec. Ce sont des questions, moi je n'ai pas les réponses à ces questions-là, mais ce sont des éléments essentiels qui font qu'effectivement, dans votre pratique, vous avez des grandes souffrances et des grandes joies, mais comment est-ce que nous, ensemble, collectivement, société civile, professionnelle, organisation parentale, nous pouvons poser aujourd'hui les conditions, finalement, des choix qui vont nous permettre, quelles que soient nos sensibilités, non pas de conclure à une norme, mais de conclure à une société dans laquelle nous arrivons à nous retrouver à un moment donné. Le dépistage tel qu'il est aujourd'hui, proposé de façon quasi généralisée, pose un problème qui suppose la réflexion des couples. Cette réflexion, en dernière instance, elle est le fait des couples. Et c'est à eux qu'il faut laisser la liberté de faire leur choix une fois qu'on les a informés de ce que sont les enfants. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'institution médicale n'aille pas trop loin dans la détermination des différences qui pèsent sur les futures possibilités d'un enfant. Je dois dire que je connais trop d'exemples où la médecine a fait fausse route et où on a dit des choses concernant les handicaps d'un enfant à naître et où finalement les handicaps n'ont pas été ce qu'on a dit. Alors, il faut que la médecine dise ce qu'elle est sûre de pouvoir dire
en disant que, en même temps, il y a encore une incertitude, même dans ce qu'elle prédit, et ensuite qu'elle laisse surtout la liberté, une fois les parents informés, aux parents de prendre la décision, éventuellement, de supprimer une vie à venir et de prendre la décision, au contraire, d'avoir un enfant un peu différent, parce qu'on a besoin de ces différences dans la société. Et moi, c'est mon dernier point, c'est à mes yeux absolument fondamental. Nous sommes tous différents, et comme j'ai très souvent parlé dans les sociétés d'handicapés, j'aime beaucoup dire que chacun d'entre nous est aussi handicapé. Réfléchissez à ce que sont vos handicaps. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de handicaps. Et je crois que, ben oui, et quelquefois, évidemment, on n'ose pas, on ne les dit pas, on arrive bien à les cacher. Je marche comme tout le monde, je me présente comme tout le monde, donc je cache astucieusement mes handicaps. Mais je crois qu'on en a, chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment-là, on regarde différemment les gens qu'on dit handicapés. Je veux citer Francis Crick, qui était co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN, prix Nobel en 1962. Il a dit ceci: aucun enfant ne devrait être reconnu humain avant d'avoir fait ses preuves par un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd le droit à la vie. Deuxième chose, la loi bioéthique est toujours en retard par rapport au progrès scientifique. Alors, on a parlé de progrès scientifiques qui n'ont pas de valeur morale, c'est leurs applications qui posent problème. Il faut craindre, puisqu'il n'y a pas de garde-fou donné par la loi bioéthique. La loi bioéthique s'est focalisée sur l'information pour le dépistage de trisomie 21. Et il n'en est pas question pour les tests génétiques futurs. Et il représente une manne colossale, phénoménale, pour les firmes de génie génétique. Et après les affaires scandaleuses du Mediator et des prothèses PIP, on peut craindre ce genre de problème. Troisième chose qui concerne nous, les médecins, on est dans l'obligation d'une obligation de moyens, information d'obligation de moyens. De plus en plus, avec ces tests génétiques précoces, une certitude de fiabilité de 100%, on va être dans une obligation d'information, d'obligation de résultats. Voilà, je vous remercie. Le dépistage prénatal, il est soumis au principe de précaution. Et moi, je suis très frappé de voir, en matière d'imagerie, et vous venez de souligner il y a quelques minutes, comment la sophistication croissante des images du cerveau, qui nous met dans un état d'interrogation, parce qu'on ne sait pas très bien ce que cela signifie, parce qu'éventuellement, ce qui est présent au 5e mois ne le sera pas au 7e. Je me rappelle que Einstein, en 2011, ne pourrait plus naître, parce que son lobe pariétal gauche était absolument éversé, et qu'au nom du principe de précaution, on dirait qu'un tel cerveau n'a pas les qualités pour naître. Et je crois que cette irruption du principe de précaution, on ne sait jamais, écoutez madame, ou plutôt la famille qui dit au médecin, écoutez, moi j'ai pas envie de prendre de risques, et cette espèce d'irruption du principe de précaution me paraît très grave pour l'avenir, et que cette fiction de la liberté de l'humain par rapport à la médecine me paraît très angélique. Je pense qu'il faut absolument, dans des débats comme celui-ci, mais peut-être aussi structurés avec les sociétés de médecins concernés, avec les associations de parents et de personnes atteintes de maladies génétiques, qu'il y ait un vrai débat, parce que le problème de l'amplification énorme technique des possibilités va demander qu'il y ait des réponses qui soient, je dirais, argumentées. Peut-être aussi faire, je crois beaucoup en la recherche au sens d'explorer sur les personnes volontaires, de voir quels sont les problèmes qui se poseraient vraiment. Et je crois tout à fait, je suis d'accord avec Juliette sur la liberté, mais cette liberté doit s'arrêter quelque part aussi, parce que je pense qu'en tant que médecin, il y a quand même des limites, où même si des parents demandent quelque chose, on n'ira pas jusque-là. Je pense que tant qu'on est dans des choses, des maladies extrêmement sévères, je pense qu'on peut trouver une espèce de consensus. Ensuite, il y a une zone grise
et ça c'est toujours celle qui est difficile. Et puis il y a la zone, je dirais, de l'inacceptabilité claire et complète, ce qui ne veut pas dire qu'évidemment ils ne trouveront pas dans des pays plus ou moins lointains la réponse à une décision négative qui aurait été prise. Voilà, Est-ce que grand témoin pour le dernier mot du débat? Deux choses, je crois qu'il faut refuser l'intolérance collective, ça c'est essentiel. Il faut que nous luttions tous contre ce phénomène-là. Et d'autre part, je pense qu'il faut aussi se faire confiance à un moment donné, y compris dans ces sujets-là, y compris entre les différents groupes de pression, entre l'État, le politique, le citoyen, les professionnels, les médecins. Je crois qu'il y a une confiance qu'il faut rétablir aussi dans le débat autour de l'éthique et autour de la bioéthique. Et je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, on ne se fait plus confiance, on ne fait plus confiance en la parole du politique, en la parole médicale aussi, qui est remise en cause finalement. Et le médecin a aussi besoin du dépistage pour affirmer parfois sa position ou les risques. Donc, dans les échanges qui doivent être les nôtres, dans nos différentes positions, je crois que c'est ces deux éléments cruciaux, ce refus de l'intolérance collective, le refus finalement du poids aussi de la société, de ce qu'on voudrait faire porter à la société, le refus du handicap, qui a aussi, je suis d'accord avec vous, toute légitimité dans notre société, parce qu'elle nous remet aussi en cause, elle remet en cause nos propres pratiques, elle remet en cause finalement nos propres organisations. Quand Bernard Delval nous dit qu'il manque 2500 places en Alsace, ça interpelle, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que notre société doit aussi prendre à un moment donné ses responsabilités, y compris par rapport aux plus fragiles. Et que derrière toute cette réflexion qui est la nôtre cet après-midi sur le dépistage, sur le diagnostic, sur la possibilité d'avoir une action pré-implantatoire, je crois que c'est finalement celle des plus fragiles d'entre nous qui est remise en cause. Et c'est un véritable débat de société pour moi. Et en tant que politique et médecin, il m'a interpellé, et parents aussi, il m'a interpellé à ces trois titres. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir invité.